Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. De Oui, quoi vas-tu bonjour. nous parler, Daniel? Alors, je vais essayer de pas trop vous parler. Je vais surtout essayer de vous inviter à une conversation plutôt improbable que j'ai imaginée entre deux personnes qui m'ont inspiré à certains moments. La première est Goldratt. Donc, si vous êtes un aficionados de Melchior, vous ne pouvez pas l'ignorer puisqu'il est en bonne place dans le Panthéon Melchior. Et un autre moins connu, qui est un philosophe allemand, qui a la particularité d'avoir enseigné au Japon dans l'entre-deux-guerres. Et ces deux personnes, d'une façon ou d'une autre, m'ont influencé. Goldratt, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, il y a probablement des points de passage ou des ponts entre l'alignement, les fluides et la sérénité intérieure. Et puis, ce chercheur allemand, philosophe qui enseigne au Japon, lui, il a découvert, on va dire, un certain chemin vers la sagesse et la sérénité en apprenant à tirer à l'arc avec des grands maîtres japonais. Voilà de quoi je voudrais essayer de vous parler, ou en tout cas une conversation improbable à laquelle je voudrais vous inviter. Donc j'ai appelé cette chronique une rencontre improbable entre un philosophe allemand et un physicien israélien. Donc je vous ai déjà introduit nos deux protagonistes. Je vais vous parler de mon intention. Mon intention, c'est d'imaginer un dialogue entre ces deux personnes, une rencontre qui, vous le verrez, pour des raisons chronologiques, avait très peu de chances de se produire. Et je voudrais regarder à travers des citations ce qui pourrait les approcher. Vous avez remarqué le laisse à la fin d'accord que j'ai oublié, et les différences, mais aussi le jeu entre les harmonies et les dissonances, non pas pour en tirer des conclusions, mais plutôt pour nous inviter à réfléchir. Donc se poser des questions et identifier des pistes de réflexion qui peuvent nous aider ou qui peuvent vous aider tous les jours dans notre vie d'entrepreneur. Le premier élément, c'est bien évidemment vous présenter les protagonistes. Donc ils sont deux, comme vous pouvez le voir au fin fond de ce jardin de cerisiers en fleurs. Donc tout d'abord Erigel, Eugène de son prénom, le bien-né de façon étymologique, donc né en 1884 et il meurt en 1955. C'est un philosophe allemand qui a enseigné la philosophie au Japon et c'est lui qui est à l'origine, en tout cas c'est ce qu'on dit, on lui attribue la propagation des idées zen en Occident, avec un iota que je me permets d'entrer de souligner, c'est l'entre-deux-guerres. Bien évidemment, il va y avoir un rapprochement diplomatique entre le Japon et l'Allemagne, et certains ont pu accuser Erigel d'utiliser le zen pour marquer ou pour masquer une idéologie qui peut être controversée. Son livre qui est bien connu, c'est Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Moi, ce qui va marquer dans ce livre, c'est la nécessité constante d'apprendre et de désapprendre. Pour être un maître du tir à l'arc au Japon, il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois qu'on passe une étape, le grand maître lui dit, bon, maintenant tu as appris ça, il faut que tu désapprennes pour passer à l'étape d'après. Ce qui est assez intéressant. Donc Goldratt, vous le connaissez tous, c'est un scientifique, un physicien, qui un jour a dû avoir son chemin de Damas et s'est dit, ah, mon Dieu, si j'appliquais les théories, la thermodynamique ou la dynamique des fluides au business, ça donnerait peut-être des choses intéressantes. Donc un de ses livres le plus connu, c'est Le But, un processus de progrès permanent. Et donc là, on voit déjà une certaine, on va dire, correspondance entre leur parcours à chacun, cette espèce de continuité, cette recherche de la perfection qui continue, mais avec des voies un peu différentes, puisque d'un côté, on a un philosophe et de l'autre côté, un scientifique. Donc, je vais vous inviter à travers 5 thèmes à vous poser des questions, et je n'aborderai jamais les réponses, et ça sera plutôt des pistes de réflexion qui probablement, je l'espère, vous permettront d'avancer dans votre quotidien. La première question, le premier sujet que je vais aborder avec nos deux amis, que je vais appeler Eugène et Moïse, ça permettra d'avoir un peu plus d'intimité avec eux, c'est l'écart ou le dialogue entre la discipline et le lâcher-prise. Pour arriver au nirvana, pour atteindre ses objectifs, que faut-il faire? Travailler dur ou bien laisser faire? En photo, vous voyez bien qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le siège social de Maersk, Danemark, et le ciel. Que choisit-on? Donc encore une fois, je vous donne un contexte concret. Je suis un vendeur, je me retrouve en fin de mois, j'ai des objectifs, notamment de conquête de nouveaux clients, et j'ai un prospect que je vais aller voir, et il me dit non. Que dois-je faire? Dois-je être discipliné, acharné, ne pas lâcher le morceau, ou laisser faire? Eugène, notre ami allemand, un peu empreint de zen, nous dit
plus obstinément vous persévérez à vouloir apprendre à lâcher la flèche en vue d'atteindre sûrement un objectif, moins vous y réussirez, plus le but s'éloignera de vous. Et de l'autre côté, de façon un peu plus cartésienne, probablement scientifique, Moshe nous dit, si l'objectif est de gagner de l'argent, alors une action qui nous en rapproche est productive, et si elle nous en éloigne, elle ne l'est pas. Encore une fois, je vais essayer plutôt de voir comment ces deux positions peuvent s'harmoniser et nous donner quelques pistes de réflexion en cas de décision difficile. Une première approche, c'est regarder le contexte. Ce que j'appelle, c'est réfléchir sur le kairos, donc sortir d'une dimension temporelle qui est chronologique, donc de mesure du temps, avec des deadlines, des dates butoirs, mais plutôt se dire quelle est l'opportunité qui se présente pour moi à ce moment. Le kairos, c'est, chez les Grecs, c'est ce qui permet de remporter une victoire, c'est lancer toutes les troupes dans la bataille au bon moment. Donc à ce moment-là, si on rentre dans cette perspective-là, on peut se poser la question, à ce moment-là précis, quelle est la meilleure voie pour moi pour atteindre mes objectifs à ce moment, histoire de mettre les choses en perspective. Et quel est le contexte? À quel moment se situe cette décision que je dois prendre? Et enfin, quelles sont les alternatives? Pour être un peu plus concret, si tous les mois je me retrouve en fin de mois à ne pas réussir mes objectifs, est-ce que mes objectifs ont été bien calculés? Est-ce que j'ai des alternatives à ce client-là pour éviter de m'acharner sur lui? Deuxième sujet de discussion, de la mesure. Alors c'est intéressant, de la mesure, il y a plusieurs choses. C'est de la mesure. Allons bon, mon garçon, calmez-vous, soyez mesuré. Et puis il y a aussi des souris et des hommes de la mesure. Parlons de la mesure et de la nécessité de mesurer les choses. Voyons comment nos deux amis, nos deux compères, Eugène et Moshe, s'en tirent sur ce sujet-là. Moshe nous dit très simplement, dites-moi comment vous mesurez et je vous dirai comment je vais me comporter. La discussion ici porte bien évidemment sur le commercial, par exemple, ses objectifs et ses primes, et une remise en question en filigrane de la nécessité et l'efficacité des systèmes de primes, par exemple. Eugène, lui, un peu plus philosophe, un peu plus zen, un peu plus oriental probablement, nous dit, à un moment, il ne faut plus parler d'objectifs, il ne faut plus parler d'archers, puisqu'ils ne font qu'un. Là, je vais vous faire une pirouette qui est plutôt une publicité un peu, on va dire, en filigrane. C'est la piste Melchion. À un moment, les objectifs et les primes sont un système qui est potentiellement dangereux, car les résultats qu'on va atteindre ne sont pas forcément, d'une part, les résultats de la performance du commercial, ça c'est un risque premier, et le deuxième risque, c'est ce que souligne notre ami Moshe, c'est que quelque part, on ne va pas mesurer la performance du commercial, on va mesurer sa capacité à comprendre le système de primes et le détourner pour pouvoir toucher plus d'argent. Donc là, encore une fois, notre approche, et l'approche Melchion est très simple, pas de prime, et puis il faut traiter le département des ventes comme un département comme les autres, avec une organisation, un système efficace où tout le monde est impliqué, et je vous invite à regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube qui s'appelle « Industrialiser vos ventes ». Un troisième sujet, c'est celui de l'effort. Donc là, j'ai choisi une photo, c'est à Venise, de regarder comment la vigne vierge s'en sort par rapport à des gouttières. Donc la rigidité, la verticalité, et puis cette approche un peu plus souple, un peu plus organique des choses. À un moment, on regarde dans notre contexte économique aujourd'hui, on entend souvent des efforts qui sont la réduction des coûts, les licenciements, un discours un peu martial, Target 2030, avec des choses qui sont très orientées, optimisation, réduction des coûts. Et puis, il y a aussi comment mettre en perspective cette réduction des coûts et se dire, est-ce que par rapport, on va dire, à traiter le sujet des coûts fixes et celui de ma croissance, comment faire des arbitrages et des arbitrages pertinents? J'aime bien ce que nous dit notre ami Moshe ici. Il est très simple. Il dit, les entreprises aujourd'hui sont immergées dans du cost-cutting, dans de l'optimisation, de l'organisation ou des réorganisations, mais à un moment, on perd de vue l'objectif essentiel qui est de gagner l'argent. Donc la question, c'est pas tant comment réduire, organiser, structurer, mais plutôt fluidifier toute l'organisation pour pouvoir générer de la croissance. Eugène, encore une fois, un peu plus oriental, un peu plus zen, nous dit qu'à un moment, dans sa compréhension de ce qui était en train de se passer avec son maître archer, il comprend que, en fait, ça va bien plus loin que, on va dire, un combat. Et qu'à un moment, il suffit, par rapport à l'obstacle, par rapport à la difficulté, prendre du recul sans avoir besoin d'autant d'intensité, autant de force pour atteindre ses objectifs.
Ce à quoi ça fait écho chez moi, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est une apologie de la simplicité et de la fluidité. Je me rappelle cette publicité, les gens qui ont mon âge se rappelleront la publicité Erta qui dit « Ne passons pas à côté des choses simples ». Et donc, vous avez une saucisse qui grille sur un feu de camp. Ça appelle une mise en perspective de ce qui est en train de se passer, une mise en perspective de ce qui est en train de se passer dans ma vie, mais aussi dans mon entreprise, et puis une dédramatisation. Tout n'est pas combat, la vie n'est pas forcément un jeu à somme nulle. Chez L'Oréal, Owen Jones, qui a été un des grands patrons de l'entreprise, disait toujours « Il suffit d'avoir une croissance faible, mais constante ». Il disait simplement « Faites augmenter les profits d'1% tous les ans ». En cumulé, la performance est assez impressionnante, et donc ça permet aussi de dédramatiser, mais d'atteindre des objectifs intéressants. Un autre sujet, parfois essentiel, qui est celui du choix. Comment poser des choix, comment discerner, comment choisir. Donc là, je me mets dans la tête de ce matou dans un palazzo à Venise. Où dois-je aller? Dois-je revenir en arrière vers le canal? Dois-je aller tout droit et à droite pour aller vers la cour intérieure du palais? Que nous disent nos amis? Alors là, j'imagine des contextes qui nous arrivent parfois, des appels d'offres ou des appels à candidature, et puis on sait que les réponses ne vont pas tomber en même temps, avec des montants probablement et des enjeux différents, et comment gérer ce dilemme, comment gérer cette difficulté de choix. Je vais commencer par notre ami Goldratt, et j'aime beaucoup le début de sa réponse. Le début de sa réponse, c'est les 2 premiers mots, il dit « je souris », et ensuite il compte sur ses doigts. 1. Les gens sont bons. 2. Chaque conflit peut être éliminé. Et 3. Dans chaque situation, aussi complexe qu'elle soit, il y a toujours une solution, car c'est extrêmement simple. Inversement, notre ami Eugène, dans une réponse un peu plus dramatique, nous dit « tout choix s'inscrit dans une sémantique ou dans une position qui est un choix de vie ou de mort, et en fait, ce choix de vie et de mort est un combat entre l'archer et lui-même. Il y a ce choix permanent entre la vie et la mort dans les choix que je dois poser comme archer. » La piste de réflexion que ces 2 citations génèrent en moi est, premièrement, évaluer les enjeux. Où est la vie? Où est la mort? Où est le plus? Où est le moins? Que dois-je faire en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur? Et dans quelle direction doit aller mon entreprise? Mais il y a aussi et surtout déconstruire, ne pas faire une approche globale de la problématique. Et surtout, on ne répétera jamais assez, sourire, 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 il en restera toujours quelque chose. Un autre sujet de dialogue intéressant, c'est celui de l'acceptation. Donc là, c'est un joli chalutier qui est dans une des baies au nord de Copenhague, mais qui est échoué malheureusement. On connaît tous, vous connaissez tous probablement des jours sans sens, des jours où il y a la solitude, l'anxiété. La question, c'est comment aborder ces temps-là, ces temps morts, ces temps un peu délicats. Pour le coup, Moïse est un peu moins rationnel que ce qu'il a été jusque-là. Il nous dit très simplement, il n'y a aucun intérêt à essayer d'imposer la certitude dans une situation qui contient une grande incertitude. Donc, il y a une certaine philosophie, une certaine sagesse, ne pas essayer de résoudre, contrôler des choses qui ne sont pas, ou en tout cas qui sont au-delà de ce qu'on peut contrôler. Je me rappelle un système de motivation qui est la base de tout système de motivation dans le groupe Mullier, donc Auchan & Co, qui est la notion de marge influençable. On peut être motivé, on peut être responsabilisé sur ce qu'on contrôle, le reste, ça ne nous appartient pas. Eugène a une approche toujours en ligne avec ce qu'il nous dit. Il nous dit, en fait, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de savoir que tout ce qu'on fait s'inscrit dans une dynamique mystique, spirituelle, et donc c'est à ça qu'il faut porter attention. Une réponse Melsion sur ce sujet peut se trouver dans la trifonctionnalité, où l'entrepreneur a un rôle de prêtre. Donc c'est à lui de donner du sens, c'est à lui de mettre de l'ordre, c'est à lui d'imposer une certaine justice, c'est à lui de faire loi. Et donc il y a aussi un appel, une certaine urgence à prendre position dans ces zones de chaos pour montrer le chemin, pour être celui qui mène et à être celui qui met en place un système spirituel où on a un choix qui est clair, un système qui est basé sur donner du sens, mettre de l'ordre, faire justice, mettre la loi. En guise de conclusion,
évidemment, en arrière-plan, la Sérénissime, donc une invitation à la sérénité, quelques aphorismes ou quelques questions qui permettent de nous orienter dans ce quotidien totalement imprévu, mais dans lequel il est nécessaire de mener sa gondole. La première des réflexions, c'est nos deux comparses, donc Eugène et Moshe, ont quitté leur zone de confort. Eugène quitte l'Allemagne pour aller enseigner au Japon, et c'est là où il fait la découverte du zen et du tir à l'arc, et ça l'oblige à se bouger, à faire des déplacements et envisager la réalité du monde de façon différente. De la même façon, Moshe quitte le monde des sciences qu'il maîtrisait parfaitement et se dit tiens, pourquoi pas l'appliquer au monde de l'entreprise. Et là encore, l'innovation se produit, le miracle apparaît, et donc c'est une invitation pour nous dans notre quotidien. Si on se trouve confronté à un mur, confronté à des impasses, c'est changer notre zone de confort, aller voir ailleurs, s'aérer, que ce soit seul ou avec nos équipes, pour voir peut-être et envisager des nouvelles pistes. Une autre question qui revient plus au parcours de notre ami Eugène, et si le monde qui m'entoure n'était que le reflet de mon monde intérieur? Si mon entreprise et ses dysfonctionnements n'étaient que le reflet de mes propres dysfonctionnements? Si les crises que je suis en train de confronter ne sont pas quelque part l'écho de mes propres crises? Et donc, avant de traiter ces crises de façon externe, peut-être que j'ai des crises à l'intérieur de moi-même que je dois adresser. Et enfin, une dernière question. Si je veux réussir, si tu veux réussir, as-tu bien vérifié que tu n'es pas l'obstacle de ta réussite? Donc une invitation, encore une fois, à explorer son monde intérieur pour pouvoir explorer le monde extérieur, donc mes rapports avec l'entreprise, ma propre entreprise, mes rapports avec mes clients ou mes fournisseurs, avec tout l'écosystème dans lequel j'évolue, pour notre complexité. Je vous remercie beaucoup et je vous abandonne pour un coup de pagaie sur un lac danois. Patrick, tu es muté. Merci Damien. Merci Damien, tu nous as fait à la fois voyager dans l'espace et puis dans nos questionnements. J'ai une question pour toi. Quand on s'aperçoit qu'on est le principal obstacle à sa réussite, alors c'est juste à un moment dans le temps et une prise de conscience sur une partie seulement de tout ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, quel serait le conseil et du philosophe et du physicien pour faire un pas et sortir de cette situation? Alors je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait une émission, je crois que c'est pas le théâtre du Splendide, c'est le moment pub. Euh, à ce moment-là, je dirais que la meilleure façon en tant qu'entrepreneur, quand on a un doute, c'est d'avoir un conseiller de confiance. Donc, c'est avoir quelqu'un qui peut être. Donc, c'est le phénomène de transfert en psychologie, hein, c'est de se dire est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut être le reflet de mes propres troubles pour permettre d'en faire des objets de réflexion et les résoudre comme s'ils ne m'appartenaient pas. Ça serait ma réponse immédiate. La question, c'est comment. Donc, il y a une question de distance par rapport à soi-même, une question de distance par rapport à mes problèmes. Et ça, soit on a la capacité de le faire tout seul, soit on a vraiment besoin d'un tiers qui puisse nous aider à avancer. Voilà ma réponse immédiate et spontanée. Ça nous va bien. Ça correspond à ce qu'on vit avec nos clients qui parfois se trouvent coincés, mais qui se décoincent assez vite lorsqu'ils réexpliquent à quelqu'un d'autre la situation dans laquelle ils se trouvent. Super. Et Ouais. je pense aussi qu'il y a en creux, il y a une réflexion sur la solitude de l'entrepreneur. Je pense que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on ne peut qu'envisager si on l'a vécu. Et c'est la solitude face à ses proches, donc sa famille, mais aussi les gens qui nous entourent, on va dire son conseil d'administration par exemple, où on a des décisions à prendre, où on est seul, et parfois, évidemment, on est limité, et je dirais pour pallier cette solitude, on a vraiment besoin soit d'être dans un écosystème, club ou on va dire association, ou avoir son conseiller de confiance qui permet d'aller au-delà de ce blocage qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Merci. C'est une très sage parole, tout en lien avec la sagesse de ta présentation ce matin.